bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse donc de recevoir pour la deuxième fois cette année les fils de mémoire de Jeanne Orion, que je remercie chaleureusement ici pour son énergie malgré tous les petits problèmes. Et je suis heureuse particulièrement de recevoir trois personnes, donc deux que je connais, je suis depuis un certain temps. Un autre que je ne connais pas mais que je vais lire avec plaisir et que j'ai eu le plaisir de rencontrer grâce à Jeanne. Donc je remercie, pas du tout dans l'ordre alphabétique, Olivier Weber, merci d'être présent, Emmanuel Ruben et Alain O'Haraud, voilà, que je remercie d'être présents et voilà, qui vont discuter respectivement de leurs livres avec les questions et les interventions de Jeanne Orion. Voilà pour ce fil de mémoire, quête et enquête. Merci beaucoup et merci encore. Donc, Contre vents et marées, notre deuxième fil de mémoire de Jeanne Orion 2021. Toujours un grand merci à Anne Ghisoli et son équipe à la librairie Gallimard. Le même format pour ce fil de mémoire que celui du 19 janvier dernier, sans public, avec masque à cause des conditions sanitaires toujours en vigueur. Mais nous retrouverons, je l'espère, très vite notre jauge habituelle qui était autour de 60-90 personnes et vive le public bien sûr. Le thème de cette rencontre est quête et enquête. Pourquoi ce thème? Nous avons trois auteurs qui sont chacun à leur façon et dans leurs livres en dédicace des enquêteurs, d'étranges explorateurs, des mondes extérieurs et intérieurs. Ils ont plusieurs points communs. La traversée des temps, des lignes, des frontières, qui est peut-être un peu la leur d'ailleurs. Tous les trois prennent la plume comme boussole. Tous les trois portent deux mots dans leur récit, souvent c'est départ et retour. Et tous les trois sont ou ont été enseignants. Et puis, il y a le mot conteur qui leur va très bien, parce que ce sont des magnifiques conteurs. Voilà. Merci beaucoup à eux d'être là. Cette fois-ci, on va faire différemment de la dernière fois, parce que tout simplement, nous n'avons pas de modérateur ou de modératrice, mais ce sera sous forme d'interview. Donc, je poserai des questions sur leur livre et sur eux-mêmes à chacun. Puis après, il y aura une question qui est posée par le public à chacun. Et ensuite, une petite surprise. Un grand merci à tous et nous allons commencer. Voilà. Olivier Weber, je vais commencer avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, grand reporter, vous avez été correspondant de guerre, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, ambassadeur itinérant de France. Vous êtes également président du prix Joseph Kessel. Beaucoup de prix, beaucoup de livres et aujourd'hui, ce livre, L'arrière-pays aux éditions Calment-Lévy. En résumé, on peut lire dans ce livre, après des études de droit, Jonathan, votre personnage principal, décide de regagner ses montagnes dans l'arrière-pays et de garder des moutons. Mais l'amour et la mort s'en mêlent. Et je vous laisse à vous me présenter un peu votre livre. C'est un roman qui est basé quand même sur des faits réels, mais c'est surtout l'histoire d'un personnage, donc berger, qui fait des études de droit sur la côte et il vient d'une enclave qui existe réellement mais que je ne nomme pas, qui est dans le Mercantour et qui est vraiment un lieu extrêmement isolé. C'est-à-dire que dès qu'il y a une montagne qui s'effondre ou une vallée qui est coupée, c'est toute la contrée qui est totalement isolée et coupée du monde. Et ce jeune Jonathan va essayer d'échapper à ses origines, en tout cas par amour avec Léna, donc qui est l'héroïne du roman, et puis aller enquêter sur la côte, qui est en fait la Côte d'Azur, sur une histoire de pollution, une histoire d'assassinat, puisque son meilleur ami, le meilleur ami de mon héros, est un grimpeur chevronné, connu dans le monde entier, qui a 28 ans, qui est un bon alpiniste donc, et puis qui disparaît. Et son corps va être retrouvé au fin fond d'un glacier. Voilà. C'est un peu le début d'une enquête. Et ce n'est pas un roman policier, c'est plutôt un roman d'apprentissage, un roman d'amour, mais au-delà même de l'intrigue sur le fond d'enquête sur la pollution de la côte, qui est donc la Côte d'Azur, et qui est une vraie histoire, qui est l'histoire des bouts rouges. C'est comment lui va s'initier, Jonathan donc, va s'initier à l'humanitaire d'une part, puis deuxièmement à cette dichotomie entre un arrière-pays totalement oublié et puis une côte, donc qui est vraiment la Riviera française avec toutes ses facettes de miroitement et clinquantes. En même temps, comment l'un a besoin de l'autre, comment l'arrière-pays a besoin de la côte, donc la Côte d'Azur, comment la côte a besoin aussi de cette sorte de réservoir de rêve, réservoir immobilier aussi. Et donc c'est le roman de ces deux mondes qui ne devaient pas se rencontrer et qui se rencontrent à l'occasion. C'est un peu toujours les frontières et la notion de frontières qu'on retrouve dans tous vos livres, dont l'arrière-pays. Qu'est-ce que des frontières? Parce qu'il y a les frontières qui sont les terres et il y a d'autres frontières aussi. Oui, alors c'est une vaste question parce que, évidemment,
Moi, j'ai plutôt tendance à plaider pour la transgression de certaines frontières, peut-être moins géopolitiques que des frontières sociales ou mentales. Et Jonathan, mon héros, n'avait pas le droit, entre guillemets, de sortir de sa classe sociale de berger, donc plutôt de paysan pauvre, qui vit au fin fond de la RPI à 2000 mètres d'altitude. Et ça, c'est une histoire vraie. Et comment, par souci de pousser un petit peu cette idée de forcer les castes, en fait, les portes des castes, il va changer le monde. Et s'élever dans tous les sens du terme. Sur la question de la frontière, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai passé 2 ans à l'issue d'un roman à voyager depuis les montagnes entre l'Iran et l'Irak, jusque en bas de cette vallée qui existe vraiment, qui est la vallée de la Roya, sans rentrer en France, pour savoir ce qu'est une frontière. Et grosso modo, à chacun des personnages que je rencontrais, qu'ils fût migrants, humanitaires, douaniers véreux, policiers corrompus, avec quand même des gens très positifs que sont les médecins et les humanitaires en général, je leur posais la question, grosso modo, dessine-moi une frontière. Et les réponses étaient formidables. Alors j'ai fait ce livre aussi en compagnie d'écrivains voyageurs que j'aime beaucoup, du philosophe, en parlant de Nietzsche, en parlant de Cervantes, le grand romancier aussi, vous aimez frontières, beaucoup, etc. Voilà, absolument. Et voilà, pour moi, c'était une remise à plat des idées qui m'étaient acquises de par mes études et mon expérience. Donc voilà, je crois que les frontières, en même temps, elles sont là, elles sont intangibles, parce qu'on sait très bien que quand on touche aux frontières, c'est une grande question du droit international. On remet en question évidemment une boîte de Pandore et on ouvre en fait des conflits, on l'a bien vu en Afrique. Donc c'est voilà, c'est un petit peu cette notion, cette leçon que j'ai pu avoir en passant 2 ans aux frontières, que finalement les frontières sont faites pour être transgressées et en même temps respectées. C'est contradictoire, c'est un paradoxe, mais c'est ça. Je sais aussi que vous parlez de ce qui se passe sur la frontière, parce qu'on a toujours l'impression que la frontière est un lieu de passage, mais parfois c'est un lieu comme un plateau. Il se passe des choses, le temps de passer aussi. Oui, absolument. C'est le grand paradoxe aussi des lois nationales et internationales. C'est que vous avez un pays A et un pays B. Et au milieu, la zone frontalière est pratiquement une zone C ou une entité C, avec des lois différentes finalement, des pratiques différentes, des laissés-faire, des trafics, y compris totalement instrumentalisés, organisés par les États, par les services secrets. Si vous voyez la frontière, par exemple, entre le Pakistan et l'Afghanistan, c'est vraiment une frontière qui m'échappe, parce que je l'ai franchie plein de fois dans tous les sens, à pied, clandestinement, à cheval, en ambulance, caché, etc., avec des Afghans en particulier, des guerrilleros. Eh bien, c'est une ligne totalement arbitraire, comme souvent les frontières, tracée au stick par un officier britannique, qui avait un nom français d'ailleurs, Sutherland, en 1893. Et puis là, c'est une ethnie qui s'appelle les Pashtuns, ou les Patanes, qui ont été totalement séparés. Et donc là, effectivement, vous avez une dynamique incroyable de trafic, évidemment de contrebande, etc. Et voilà, c'est ça une frontière qui est très volatile finalement. Oui. Vous dites dans l'arrière-pays, sans doute sommes-nous le fruit d'une énigme collective qui mêle la création, l'amour, la haine dans un cocktail détonnant dont nous parvenons peu à peu, à force de persévérance, d'échecs, de souffrances et de bonheur aménagé, j'aime bien le mot aménagé, à comprendre l'alchimie. Est-ce que c'est cette alchimie qui vous met en quête sans fin de ce lointain ou de ce proche, comme dans l'arrière-pays? Parce que vous avez un mouvement permanent. Oui, alors moi j'ai besoin de voyager pour écrire, même si ça n'a rien à voir, même pour des romans. Et d'abord par amour de l'humanité, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire que j'ai besoin de rencontrer des gens, de comprendre un peu ce qu'on pourrait appeler l'humeur du monde. Et puis deuxièmement, parce que c'est inspirant et vous avez une kyrielle de personnages extraordinaires de la vie de tous les jours. J'ai rencontré des gens connus aussi, mais qui m'ont impressionné pour certains, dont la malheureuse Aung San Suu Kyi, qui est actuellement à nouveau en résidence surveillée, entre autres, mais aussi des centaines de personnes de la vie de tous les jours et qui sont inspirants. Alors d'une part, on rapporte leurs propos, parce que j'ai fait longtemps du reportage, mais le roman sert à ça aussi, le roman ou le livre. On peut aussi faire finalement des reportages, même abstratisés, imaginés en partie, mais à partir justement de la vie de ces personnages. Et je trouve que c'est extrêmement inspirant parce que, voilà, je ne vais pas employer le mot de héros, mais en tout cas, d'abord, il y a l'héroïsme ordinaire, bien sûr. Oui, absolument. Puis deuxièmement, leur vécu, leur courage très souvent, je parle beaucoup des femmes en particulier, voilà, mérite qu'on s'y attarde. Je voulais savoir, quels sont vos démons? Parce qu'on a toujours des démons quand même intérieurs quand on a vu beaucoup de choses, la beauté du monde et aussi parfois l'horreur du monde. Dans l'arrière-pays, il y a un passage aussi sur ça. Comment on vit tout ça? Parce que vous avez l'air de me raconter ici quelque chose de très calmement, mais au fond, on a chacun ses démons quand on part. Je pense que vous aussi, Voilà. Après, là vous parlez, je pense, des zones de guerre plutôt, c'est ça? Plutôt, oui, ou bien parfois la beauté du monde, le silence du monde aussi, revenir. Alors moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je crois qu'on a tous
au fond de nous-mêmes une part d'espérance qui est très forte pour plein de raisons, familiales ou par la littérature. Pour moi, mon espérance, c'est donc le livre, qui est ce pays sans frontières, la littérature avec un passeport extraordinaire qui représente ce viatique de pouvoir lire ou écrire. Et puis, pour répondre à votre question, oui, c'est plus d'ailleurs la question du retour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on vit quand on rentre ici. Je trouve que j'habitais longtemps juste à côté, quoi. Et une fois qu'on a écrit son livre ou fait un documentaire ou écrit 3, 4, 5 pages dans une revue ou un quotidien français, qu'est-ce qu'on fait avec cette humeur du monde, mais aussi ce mal-être. Bien sûr. Et donc ça, c'est moins évident. On s'effondre souvent quand on est de retour chez soi. Et voilà, justement, mais bon, moi, je me soigne avec le livre, justement. Le retour, justement, il y a une scène où Jonathan se retrouve dans le caisson hyperbare après l'accident de plongée. Il doit remonter tout doucement. Le retour, comment se passe un retour? Qu'est-ce qu'on laisse, je dirais, qu'on ne dit pas vraiment? Oui, alors d'abord, il y a plein de choses qu'on ne dit pas, effectivement. Et puis, il y a aussi un sentiment un petit peu d'abandon des personnes qu'on a appréciées sur le terrain. Alors évidemment, je vais refaire participer vos collègues, parce que aussi, peut-être pour poser la même question. Et j'ai toujours été fasciné par le fait que, bon, puisqu'on parle des zones de guerre, mais pas que. Pas que. La vie continue, il y a encore une fois une sorte de libido extraordinaire qui fait que voilà, la vie est là, il y a aussi des attentes, il y a la transmission, il y a ce formidable élan que je salue, qui est cet élan qu'on appelle société civile, grosso modo. Ce sont les ONG et les humanitaires dans les pays du Sud, principalement maintenant, et donc c'est le mouvement sans frontiériste, on va dire, qui a essaimé. Mais ça ne touche pas que le médical ou l'urgence caritative, c'est aussi l'éducation, c'est la lutte contre la prévarication, contre la corruption. Et je salue ces hommes et ces femmes, d'abord les femmes, parce que ce sont souvent des femmes qui créent ces ONG, de Madagascar au Maroc, à l'Afghanistan, au Mexique, en Amérique du Sud. J'ai vu ça beaucoup en Amérique du Sud, où les gens se battent contre, voilà, encore une fois, la pauvreté, pour améliorer la vie dans un quartier, et contre la délinquance. Et voilà, donc on se retrouve un petit peu avec tout ça quand on rentre, mais quand on écrit, bon, moi j'ai la chance de pouvoir écrire, c'est aussi une manière de pérenniser ce lien, de rapporter bien sûr la parole des autres, même sous forme romanesque, et puis de pouvoir les revoir ensuite. Pour revenir à cet arrière-pays, j'ai l'impression que cette fois-ci c'était beaucoup plus proche, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime à vous. Je vais oser une petite question un peu. Flaubert disait Madame Bovary c'est moi, Jonathan c'est vous? Oui et non, parce que je pense que même quand on est dans la fiction pure, il y a toujours une part de vécu évidemment, donc une part d'autobiographie ou de biographie de personnages qu'on a connus, donc on s'inspire du réel et heureusement, c'est ce que dit un de mes amis qui est fait ambassadeur, qui m'a fait venir au Quai d'Orsay, qui est actuellement à l'Académie française, qui disait mais il faut vivre avant d'écrire, et voilà, on peut être contre, mais en tout cas c'est ma philosophie. Et puis oui, c'est un endroit qui est dans le Mercantour, qui est le lieu de mon enfance et de mon adolescence. Parce que vous avez eu, je pense, vous avez été maître nageur avant pour payer vos études, c'est bien ça? Oui, absolument. J'adore surtout ça. En mer de Nice, ça c'était plus bas, donc, et puis j'avais travaillé en montagne également. Et lui aussi, il est bardé de diplômes, il revient en berger à la montagne. Voilà, absolument. Et plongeur sous-marin, j'ai fait ça pendant 4-5 ans, pour payer mes études, encore une fois, jusqu'au doctorat. Mais voilà, oui, c'est autobiographique en partie, avec des personnages qui ont existé, puis d'autres qui sont inventés totalement. Mais l'idée, c'est de parler du propos, justement, cette quête de la nature, ce retour aux sources ou pas, cette transgression de frontières, comme vous disiez, plutôt sociale, cette descente vers le monde bourgeois, finalement, de la Côte d'Azur, du littoral, que va connaître Jonathan. Donc oui, il y a une part de moi, de mon enfance, mon adolescence, et une partie de mes proches qui sont encore dans cette montagne, isolée. J'ai une question plus personnelle. Avez-vous peur du jour d'après? C'est-à-dire qu'il y aura un jour où vous ne pourrez plus partir si loin, pour raison X. Est-ce que ça fait peur à quelqu'un comme vous? Non, alors c'est vrai que c'est un peu une maladie, c'est presque boulimique de pouvoir partir. Parce que c'est une addiction aussi, la bougeotte, bien sûr. Pas une addiction, mais c'est un besoin, c'est voilà, encore une fois, sentir cette humeur du monde, et puis la chance de pouvoir rencontrer des gens, éventuellement de rapporter ce qu'ils racontent, quitte à réinventer, ou de faire 2-3 personnages, un seul. Mais il y a aussi l'aventure, pour moi c'est un thème qui m'est cher, l'aventure humaine. Et je tiens au mot humain, parce que voilà, l'aventure gratuite, sportive, peut être humaine, mais pas que. En tout cas, quand, par exemple, récite quelqu'un qui veut absolument s'inscrire au Guinness Book of Records parce qu'il va dévaler l'Everest en patin à roulettes, ça ne m'intéresse pas. C'est une part d'échange avec les Népalais, les Mustangais, les Sherpas. Là, je dis qu'on est dans l'aventure humaine, au-delà de l'exploit individuel, bien qu'il existe et que ça soit important. Et pour répondre à votre question,
Oui, voilà, c'est cette envie d'aventure, et si ça s'arrête un jour, ça continue, parce qu'en fait, quand on est écrivain, Vous aurez tout un patrimoine en vous qui ressortira. Voilà, on voyage 6 mois par an, comme disait notre maître Nicolas Bouvier. Le résultat, on s'enferme dans nos vies respectives pour écrire. Et voilà, donc pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Et c'est vrai que quand on écrit un roman, on convoque plus que les souvenirs. C'est un thème qui m'a porté depuis l'âge de 8, 9, 10 ans. En lisant Goethe, c'est des scènes sortes, c'est-à-dire que les romantiques allemands qualifient d'espérance du lendemain, en quelque sorte. Ouais. On pourrait traduire par nostalgie du lendemain, c'est un peu un paradoxe, mais c'est plus que ça, c'est une attente du lendemain. Vous êtes dans l'attente du rêve, vous n'avez rien, vous êtes enfant, adolescent, vous n'avez rien, et vous avez simplement la lumière et l'air. La lumière du Tipaza à Alger, de Camus, la lumière de Beyrouth aussi pour beaucoup d'écrivains libanais, et tout d'un coup, voilà, ça fait partie de notre patrimoine de l'humanité, en même temps de notre ressort intime. Et voilà, pour moi, tant qu'il y a de l'espérance, il y a de quoi écrire. Donc le fait de m'enfermer pour écrire, pour moi, c'est pas une souffrance, au contraire. Olivier, j'ai reçu du courrier de vos lecteurs. Ils trouvent que vous êtes bien sûr bardé de prix, de titres, et vous êtes humble. Comme si tout cela vous permettait, c'est un passeport pour passer des zones interdites. C'est-à-dire vous prenez tout ce qu'on vous donne pour pouvoir plus accéder encore dans ces zones parfois interdites. Et vous avez de plus en plus dans votre écriture, dans votre façon aussi de parler, parfois dans les interviews, comme une humilité qui s'accentue avec le temps. Plus vous voyez des choses, plus vous écrivez des choses. Donc c'était le message qu'il voulait vous dire. Et, et ça les touche énormément. Voilà. Comme je reviens un peu sur votre côté aventure, partir, retour, etc., peut-être faire intervenir, avant que je fasse ce... Emmanuel, vous avez un peu, pas un parcours similaire, mais vous avez, qu'est-ce que vous pensez de la vie d'Olivier, disons, voilà. Ah, c'est impressionnant, j'aurais aimé pouvoir, mais voilà, rencontrer autant de gens, traverser autant de frontières. Bon, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais je sais pas. Après, moi, je suis toujours un peu tiraillé entre le côté, j'ai un côté extrêmement casanier où j'ai vraiment besoin de puiser dans des choses qui remontent à l'enfance. Et par ailleurs, oui, j'ai un besoin de partir. D'ailleurs, demain, je pars pour le Var, donc je suis venu voilà, pour un arrière-pays aussi au-dessus de Draguignan. Mais c'est vrai que ouais, je suis très, très impressionné par une... et puis par la possibilité comme ça à la fois d'écrire des livres et de faire ces reportages, d'écrire tous ces livres et puis de s'être mis aussi au service de l'humanité d'une certaine manière. Ça c'est très impressionnant. Oui, bien sûr, pour rebondir là-dessus, sur cette notion de voyage qui est dans le cas d'Olivier Weber, qui est une notion parfaitement visible pour celui qui lit les livres ou écoute les conférences, enfin qui connaît ou qui suit un petit peu l'activité d'Olivier Weber. Cette traversée des frontières, donc c'est la partie visible, mais je crois aussi qu'il y a des voyages qui sont moins visibles. Le thème du voyage, en tant que musicien, est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que je suis un fanatique de la musique de Franz Schubert. Et Franz Schubert qui a écrit Der Wanderer, le voyageur, lui qui n'a jamais quitté le périmètre viennois, et dans lequel il dit le pays, mon pays, lequel es-tu? Qui es-tu? Et on a tous des frontières à traverser, des frontières qui sont parfois très très proches. Je veux dire, le voyage se fait déjà à proximité avec son voisin, et dans le cas d'Olivier Weber, évidemment, on voit ça à grande échelle, comme au travers d'une loupe, par exemple. Et effectivement, c'est très passionnant. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Emmanuel Rubin, vous êtes agrégé de géographie. Depuis septembre 2017, vous dirigez la maison Julien Gracq à Mauges-sur-Loire. Vous avez écrit plusieurs livres, dont La ligne des glaces était dans la sélection du Goncourt, je ne sais plus de quelle année, 2014, c'est ça? Très bien, j'ai gagné. Vous venez de recevoir le prix des Deux Magots 2021 pour Sabre aux éditions Stock. Dans Sabre, votre narrateur, Samuel Vidouble, est professeur dans une ville de province et il décide d'enquêter sur l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger de ses grands-parents durant son enfance. Sabre, vous qui l'avez écrit, comment le présenterez-vous ce livre?
C'est un roman picaresque, Oui. j'ai envie de dire, puisque à travers cette arme, qui est donc un sabre que Samuel, donc le narrateur, voyait tous les jours quand il allait chez ses grands-parents, puisque c'était une arme qui était accrochée au mur de cette salle à manger, d'une famille tout à fait modeste, d'une petite ville que j'appelle D, mais qu'on pourra retrouver, puisqu'on apprend dans le livre qu'elle est au pied du Vercors. Et bien à travers cette arme, en fait, on voyage, puisque en fait, je m'étais dit, alors c'est inspiré vraiment d'un sabre qui était réellement présent dans mon enfance, dans cette salle à manger de mes grands-parents. Et je cherchais en fait un motif vraiment qui remonte à mon enfance pour pouvoir parler. L'idée, c'était vraiment de pouvoir parler de ces gens à qui je dois beaucoup, presque tout, puisqu'en fait ils m'ont raconté mes premières histoires, et donc l'imaginaire est né là aussi. Ouais, je voulais raconter. Alors il y a bien sûr toute une galerie de portraits en fait à travers ce sabre permet, puisqu'en fait donc le sabre, je raconte un peu l'histoire quand même. Le sabre en fait, le lendemain de l'enterrement du grand-père qui s'appelle Auguste. Samuel se rend compte que le sabre a disparu, qu'il n'est plus sur les murs de la salle à manger. Et donc il va partir à la recherche du sabre, sauf qu'en fait il est un peu désemparé, il ne sait pas trop à qui s'adresser. Et la seule qui est encore en vie, Tante Esther. C'est Tante Esther, qui était une ancienne libraire. Oui. Et donc il y a en contrepoint d'une série de portraits d'hommes qui sont donc tous les oncles en fait qui racontaient à Samuel les histoires de ce sabre et puis d'un ancêtre légendaire qu'on appelle le roi des livres, parce que ce serait un petit baron local du Dauphiné qui serait devenu au temps des guerres napoléoniennes, à une époque où n'importe qui pouvait devenir roi de Suède ou je sais pas, de Naples ou de la Moscova, comme ça s'est vu aussi, était devenu roi d'une île de la Baltique, d'un archipel de la Baltique. Et donc voilà, Samuel part à la recherche un peu de la vérité autour de ce sabre. Et il est guidé, mais aussi un peu désorienté par cette tante libraire, la tante Esther, qui est en fait un portrait de ma grand-tante à qui le livre est dédicacé, qui est vraiment la personne qui m'a fait découvrir les livres dans cette petite ville de province qui s'appelle D. J'ai lu votre livre un peu comme une rhapsodie qui est encadré par un prélude qui serait Samuel Vidouble quand il arrive dans ce train de sa vie ordinaire pour descendre sur les quais de la gare, toujours le même wagon de nuit au bout du train. Et puis, il y a un postlude qui est le retour dans la vie ordinaire, le RER, l'école, etc. Et au milieu se passe l'histoire. Et j'ai été très sensible à ces trois moments en quelque sorte. Bah oui, parce qu'il y a un tiraillement géographique. Hein. Tout à l'heure, vous avez dit que Samuel n'enseigne pas dans une ville de province, mais en banlieue parisienne. C'est sans doute un lapsus. Il enseigne en banlieue parisienne, en fait. Et donc, en fait, il vit en banlieue parisienne. Oui. Et il se pose pendant tout le temps, en fait, justement, où il est de retour dans cet arrière-pays et où il recherche cette arme, ou en tout cas, des gens qui pourraient lui parler de nouveau de ce sabre et de ce roi des livres. Il se pose la question de est-ce que lui va retourner vivre à la campagne, quoi. Voilà, est-ce qu'il serait capable de retourner vivre à la campagne? Il fait le choix de finalement retourner à Paris, puisqu'à la fin, en effet, il retourne à Paris où il enseigne, puisqu'il enseigne, il est prof d'histoire géo dans un lycée de banlieue parisienne. C'est vrai que c'est une question qui m'a tiraillé moi. Oui. Alors aujourd'hui, moi en fait, je vis à la campagne aujourd'hui. J'ai franchi le pas. Vous avez franchi, voilà. J'ai choisi d'habiter à la campagne. Vous dites quelque chose de très beau il y a un passage. Vous dites que voulait dire ces guerres avec un grand G, cette histoire avec un grand H et cette mémoire avec un grand M à des adolescents nés en 2000. Est-ce que vous exprimez ici votre souci de la notion de transmission
et de la nécessité de transmettre, ou bien comment est-ce qu'on peut transmettre encore? Et je pense que vous aussi, vous avez cette même mission. On transmet à travers les livres. En Oui. fait, moi, pendant longtemps, moi, j'ai toujours voulu être écrivain depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai commencé à écrire, j'avais l'âge de 9 ans. Mais on m'a très vite expliqué qu'il fallait que j'ai un vrai métier. Donc, ce qui me paraissait le plus simple, c'était d'aller vers l'enseignement. Et donc, j'ai passé l'agrégation et j'ai enseigné pendant plusieurs années. Mais ça ne m'a jamais suffi comme manière de transmettre. C'est sûr que c'est important, l'enseignement, mais j'avais besoin de transmettre d'une autre manière. Et je crois que celle qui, en tout cas à moi, celle qui me convient le plus, c'est les livres, parce qu'en fait, et le roman tout particulièrement, parce que c'est vrai qu'il n'y a que dans le roman que je peux faire ressentir, ou en tout cas recréer, j'ai envie de dire presque une langue en fait, Oui. une langue que j'ai entendue quand j'étais gamin et que je n'entendrai plus. Et c'est vraiment cette langue que j'ai retrouvée aussi, enfin, que je connaissais moi, mais que j'ai retrouvé aussi dans les livres de Giono par exemple. Oui. Je parle un peu de Giono dans le livre parce que c'est vrai qu'il avait de la famille du côté du Trièves. C'est de cette région en fait qui va sortir un roi sans divertissement. Et là, on se situe juste de l'autre côté en fait du col. C'est de l'autre côté du col de Menet, où se passe aussi un autre de ses livres d'ailleurs, qui est comme quoi c'est quand même un pays très important pour Giono, pas seulement la Provence, puisque Les âmes fortes, qui est selon moi un des plus beaux livres de Giono, se passe à Châtillon-en-Diois. Donc là, on est tout près de Châtillon-en-Diois. Je crois que j'ai dit où est-ce qu'on se trouvait. En lisant notamment Les âmes fortes, j'ai eu un peu cette révélation. Je me suis dit, mais en fait, il a fait parler, lui, les gens qu'il a... et je retrouvais en fait vraiment des proverbes, des façons de parler, des formulations, plein de choses, même l'accent, j'avais l'impression de l'entendre, des gens que j'ai connus. Et donc je voulais aussi leur rendre hommage d'une certaine manière, puisque notamment donc Tante Esther, en fait, elle a ce parler gionesque, j'ai envie de dire. En tout cas, j'aime bien la façon dont vous reprenez l'histoire, parce qu'en quelque sorte, c'est comme si vous reprenez vous-même les légendes racontées et que vous les re-racontez vous-même avec justement ce côté féminin de Tante Esther, etc. Je sais que vous avez fait la route du Danube à vélo. Et qu'est-ce qui fait tenir quand on entame un tel périple à vélo? Chanter? Parce que j'ai vu qu'il y avait des chansons aussi. C'est vrai que ça aide, parce que c'est vrai qu'on avait des écouteurs. Et que le rock yougo, c'est un truc qui n'est pas très connu, mais le rock yougoslave, c'est vrai que c'est plein d'énergie. Et c'est vrai que j'ai découvert le rock yougo quand j'étais en Yougoslavie, et ça pouvait aider. Mais il y avait plein d'autres. Enfin, j'écoutais plein d'autres choses. Queen, par exemple, que j'aime beaucoup. Et Queen a d'ailleurs été assez important dans l'écriture du livre, parce que j'ai terminé d'écrire Sur la route du Danube, vraiment en écoutant Bohemian Rhapsody, tout ça. Parce que c'était ça, c'était une rhapsodie bohémienne, ce livre Sur la route du Danube. Je sais pas, oui, c'est une des choses qui fait tenir aussi, c'est qu'on a envie d'écrire le livre en fait. C'est surtout qu'on a envie de. Moi, je faisais ce voyage. Je reviens à ça. Je faisais ce voyage uniquement pour écrire le livre. Or, si je n'arrivais pas au bout du voyage, et j'ai vraiment souffert par moments. C'était vraiment difficile par moments. Et bien, je n'aurais jamais écrit le livre. Je reviendrai justement sur l'inspiration pour vous trois. Vous avez 40 ans, Emmanuel. Le bel âge, la vie devant soi. Et je vous l'espère longue et heureuse. Mais éprouvez-vous, probablement pas, j'espère, à cet âge encore, comme devant ce temps d'écriture qu'on souhaite très long encore, et vous le souhaitez certainement, accomplir longtemps, comme une peur de la page blanche? Eh bien, non. Moi, normalement, je n'ai pas de problème de page blanche, mais il s'avère que je l'ai depuis 2 semaines. Et je crois que c'est la situation qu'on vit actuellement qui commence à me peser. Je crois qu'elle nous pèse à tous, mais là, moi, vraiment, je me rends compte que c'est en train de m'assécher, en fait, parce que j'ai plus vraiment de source d'inspiration. Ça ne veut pas dire que oui, en fait, le fait d'habiter, moi j'habite à la campagne, et c'est vrai que, par exemple, là, j'ai eu un choc esthétique quand même, rien qu'en allant aux Tuileries, je me suis promené aux Tuileries, et je me suis dit, oui, quand même,
Paris, on a beau dire, c'est quand même aussi, voilà, c'est tout ça. C'est le fait que, je ne sais pas si les Parisiens se rendent compte, mais en fait, ils ont l'art à portée de vue en permanence. C'est pas que les musées, c'est l'architecture, c'est tout ça. Et le fait de, moi j'ai la chance là de loger au Pont-Royal, et c'est vrai de pouvoir voir tous les toits de Paris, toute cette architecture. C'est une source d'inspiration. On le voit peut-être plus quand on vit à Paris. Moi, j'ai vécu à Paris pendant 7 ans, donc c'est vrai que je sais à quel point, à un moment donné, on ne le voit plus, on est submergé par plein d'autres choses. Mais on est en train, voilà, on est privé de culture, là, ça fait un an qu'on est privé de culture. On est en train de s'assécher. Moi, je pars voyager là, pendant 2 semaines, ça va me faire du bien pour écrire, et j'espère que ça va revenir là-bas, dans le Var. Alors justement, je voudrais parler de l'inspiration. Olivier, vous avez besoin... pour votre inspiration, elle commence quand? Pendant le récit? Quand vous êtes parti? Avant? Je ne sais pas si vous avez posé la question, je ne crois pas. L'inspiration, c'est comment? Ça, c'est un besoin irrépressible, c'est très étrange. Ça vient comme ça? Quelquefois, on se dit, bon, le livre, je l'ai écrit en 1 an. Non, je ne l'ai pas écrit en 1 an, je l'ai écrit, je pense que c'est pareil pour vous, hein, en 5 ans, 10 ans, on est porté par tout ce qu'on a. Et peut-être que les autres nous apportent aussi. Donc il y a un corpus visible et il y a un corpus invisible, ou des corpus même invisibles. C'est un faisceau de motivation, un faisceau de faits, d'impressions, d'intuitions, d'anticipation qui sont inénérables. Moi, j'admire ceux qui enseignent la littérature, enfin l'art d'écrire plutôt. J'ai quelques amis qui le font aux États-Unis ou même à Sciences Po à Paris, mais je serais incapable parce que pour moi, la meilleure définition de la littérature, c'est une alchimie. Et voilà, c'est fait bien sûr d'impressions, de retours, d'historique, si on fait un roman plutôt historique. Mais il y a une part de soi qui est très forte, qu'on peut appeler aussi la libido créatrice. Donc il y a un moment, on y va. C'est même, on arrête tout, on arrête de voir ses amis. Et moi, je suis capable quelquefois de m'enfermer pendant des semaines, pratiquement pas sortir, parce que voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça écrit. Mais après, ça peut s'y diluer comme ça sur plusieurs mois, plusieurs années. Et il m'arrive, principalement j'écris à Paris, au-dessus de chez moi, sous les toits, mais il m'arrive d'écrire quelquefois à Bagdad, ou au fin fond de l'Afghanistan ou de la Syrie. Mais c'est pas pareil. En tout cas, quand on a un roman qu'on porte en soi, voilà, je veux dire que ça part, c'est comme un fleuve quelque part, même si après il faut couper pour faire du fleuve, non plus un Danube, mais un tout petit ruisseau, parce qu'évidemment il faut être plutôt concis, quoi. Parce que vous avez des tirades sur les fleuves qui sont superbes. Dans d'autres livres, mais je pense que le fleuve, pour vous, c'est quelque chose qui est important. Ah ben moi, j'ai besoin de vivre à côté d'un fleuve. Oui. Aujourd'hui, je vis au bord de la Loire, je vois la Loire depuis mon bureau, depuis partout. Enfin, j'ai une terrasse. La Loire était rentrée parce que bon, elle a bien débordé, donc il a fallu évacuer la cave et tout ça. Mais j'ai grandi au bord du Rhône. Quand j'ai habité à Paris, j'ai toujours efforcé, même j'habitais en banlieue, à l'île Saint-Denis, d'habiter le plus près d'un fleuve. J'habitais à Novi Sad, et le fleuve est source d'inspiration. J'étais tout près du Danube. C'est une source d'inspiration. En fait, moi, quand je vais pas bien, je me promène au bord d'une rivière et tout va mieux, quoi. Tout va bien. Si j'avais la chance d'être dans les montagnes, j'irais marcher en montagne, mais c'est peut-être plus compliqué parce que j'ai l'impression qu'on n'habite jamais vraiment réellement en montagne, à moins d'avoir un chalet. Oui. C'est pas exact. Le fleuve, là, moi j'habite au bord, je peux tout de suite aller me promener sur le fleuve. J'ai toujours, la montagne, pour moi, ça a toujours été en bas de la montagne. Oui. En fait, ça, c'est quelque chose que je supporte plus difficilement. J'aime pas être avoir cette montagne comme ça qui me domine. Mur, voilà, elle vous oppresse. Je ça oppressant. Voilà. Vous êtes monté très haut dans la montagne. Alors, une question aussi. Vous avez un nouveau récit en cours, je crois, qui part aussi d'un objet, un chandelier. Pourquoi les objets? Parce qu'ils nous survivent? Oui, parce qu'ils nous survivent et que je n'ai jamais supporté. Voilà. Je le dis à un moment, je n'ai jamais supporté l'idée que les objets puissent nous survivre. Oui, je vois. Pour moi, presque un monde idéal. Enfin, je ne sais pas, c'est vrai que ça ferait qu'il y a évidemment. Alors, les livres sont des objets aussi, hein, oui. Mais en fait, les livres sont plus que des objets. Ils sont habités. C'est plus que des objets parce que voilà, il y a. Quand bien même quand bien même on ferait tout pour les supprimer, en fait il en resterait toujours quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, on a des noms il y a même des noms de tragédiens grecs qui nous sont revenus, alors même que toute leur œuvre a disparu. Donc en fait, d'une certaine manière, leur œuvre a survécu en dehors du support. Moi, j'ai jamais supporté cette idée que les objets nous surveillent. En même temps,
peut-être que je finis. Le fait d'écrire dessus fait aussi que je Voilà, les apprivoise, voilà, en fait, justement. ça permet de les apprivoiser. Oui, oui, oui. Voilà, en fait, c'est aussi peut-être parce qu'il raconte tout ça, toutes ces histoires. Et donc je remonte Bien sûr. là, je vais prendre un chandelier. Avec un chandelier, je vais remonter les branches de la généalogie, enfin d'une généalogie de l'autre partie de Samuel. Donc là, ça ne sera pas la partie protestante et germanique, mais la partie juive et berbère. Puisque là, on va partir en Algérie. Ça a été mon dernier voyage avant le confinement. Je suis allé en Algérie, à Constantine et dans les environs, pour retrouver les lieux où ma mère est née, enfin toute ma famille, d'où vient toute ma famille maternelle en fait. Alors, on dit de vous, ça c'est les lecteurs, vous avez la jeunesse furieuse, curieuse, transmetteuse. Vous entendre parler donne une folle envie de vous suivre. À chaque fois un sujet différent, à chaque fois peut-être la même quête, entre rencontres et votre façon de faire des reportages, parce que tout ce que vous faites, vous le racontez comme un reportage. Et vos lecteurs sont très sensibles à cela. Merci. Voilà. Merci. On reviendra bien sûr sur des choses. Alain, vous avez quelque chose à dire sur l'écriture de Emmanuel, sur Emmanuel, je le suis, hein, puisque on s'est connus dans les festivals, et puis aussi bien sûr. à propos de ton livre sur le Danube, qui était effectivement assez rock'n'roll dans l'écriture aussi. Et voilà, j'ai aimé parce que ça m'a rappelé un livre dans le sens contraire que tu dois connaître, qui est le livre de Claudio Magris, qui est un écrivain italien avec polyglotte, surtout germanophone, basé à Trieste, qui s'appelle Danube. Et c'est un modèle du genre pour les écrivains voyageurs. Il va chercher la source, c'est pas trop où d'ailleurs, c'est peut-être cette gouttelette qui tombe d'un toit au fin fond de l'Allemagne, puis il finit à l'embouchure de Danube, et Emmanuel a fait l'inverse, hein, jusqu'à Strasbourg, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Bravo. Alain, je constate qu'il a des gros mollets. Hein, on sent qu'il peut être capable d'aller beaucoup plus loin. Alain, je crois que tu as lu le livre. Oui, aussi. oui, j'ai lu le livre, j'ai eu le temps et le plaisir de le lire. Difficile d'en parler comme ça, juste en un mot. Peut-être peut-être la première chose qui m'a frappé dedans ou impressionné, c'est la façon de partir de pas grand-chose, dire un sabre, voilà, et d'en faire toute une histoire qui prend des proportions gigantesques, qui part dans tous les sens, enfin qui nous mène dans des développements qu'on n'imaginerait pas. Et encore une fois, bon, excusez-moi, mais je vais refaire un parallèle musical dans la forme. C'est un petit peu comme un compositeur qui part d'un matériau thématique extrêmement réduit. Par exemple, prenez le cas de Beethoven, le thème de la 5e symphonie que tout le monde connaît, c'est rien, juste un élément rythmique et un intervalle. Et avec ça, il arrive à construire quelque chose d'absolument gigantesque, absolument phénoménal. Et j'ai retrouvé un petit peu cette forme de construction dans le livre d'Emmanuel Ruben. Voilà, c'était le premier contact. Après, bon, il y a autre chose, bien sûr. Et vous m'avez dit que quelque chose est très beau dans les deux livres, c'était qu'on a l'impression que la vie est augmentée. La vie augmentée. Oui, bien sûr, la vie augmentée, c'est-à-dire que dans chaque expérience, l'expérience de l'autre permet de donner un plus à sa propre vie. Voilà, c'était un petit peu ça. Et maintenant, c'est votre tour. Vous êtes professeur de musique au Conservatoire des Landes. Vous êtes auteur et conférencier en entreprise sur des thèmes comme l'altérité, le soliste et la fausse note. Vous avez jusqu'ici écrit de la poésie et vous voici avec le monologue du voisin Kafka aux éditions Jacques Flamand, comme dans un conte philosophique, un essai, même si depuis le début dans votre poésie affleure une forme de mélancolie qui est le questionnement intérieur. Comment présenterez-vous le monologue du voisin Kafka ? Et déjà, comme vous l'avez très bien dit, je vais dire c'est un conte philosophique. Et ce conte philosophique, il va déboucher sur un règlement de compte. Voilà, un règlement de compte qui va se passer entre le narrateur et lui-même, en fait. Ce n'est pas un règlement de compte avec des personnes extérieures. Donc ce livre se passe, si vous voulez, dans un château, ce que j'ai appelé un château, qui est un lieu mystérieux, un lieu étrange, où il se passe beaucoup de choses. Un lieu qui devient petit à petit très bruyant, où on a l'impression que tout le monde parle en même temps,
que chacun essaye de faire entendre sa voix sans pour autant y parvenir. Et le personnage découvre petit à petit tous les secrets, toutes les arcanes de ce château, toutes les manigances qu'il peut y avoir dans ce château et toute la structure même, l'architecture de ce château. Et il arrive à quelque chose d'un petit peu, pas un petit peu, quelque chose de très sombre et de très, très difficile pour lui. Et il a la possibilité, malgré tout, étant à l'intérieur de ce château, de pouvoir s'échapper et finalement d'aller retrouver des choses qui sont plus proches de lui que ce qu'il trouve à l'intérieur de ce château. Alors, ce château, je me suis servi, disons, je me suis servi des réseaux sociaux, de l'observation plutôt des réseaux sociaux, sans en faire pour autant une critique, pas du tout, mais tout simplement parce que j'ai eu l'impression que les réseaux sociaux étaient une loupe, un miroir, sur lequel on pouvait voir de façon beaucoup plus nette la même construction qu'il y a dans la vie réelle. Il y a l'opposition, le virtuel, la vie virtuelle, la vie réelle, mais en fin de compte, il se passe pour moi exactement la même chose. Il y a les mêmes structures, les mêmes hiérarchies et les mêmes difficultés à exister. Elles sont tout simplement plus visibles du fait de l'écran. Et je me suis donc servi de cet élément-là. Moi, j'ai trouvé que c'est féminin. On a des plans cinématographiques, on a des portes qui claquent, des voix, des gens qui ne font que chercher leur propre reflet au fond. Et en même temps, il est très habité, votre château, mais il est vide, parce que personne ne s'intéresse à personne. C'est oui, un peu ça? C'est toute la problématique que rencontre le personnage dans le château, c'est-à-dire qu'il va à la rencontre des autres, mais finalement il ne trouve pas. Alors il va à la rencontre des autres, pourquoi? Parce que aller à la rencontre des autres, c'est aussi aller à la rencontre de soi-même. Et c'est là que se crée un vide, qu'il rencontre un manque immense. Vous avez le soliste un peu, c'est votre cheval de bataille aussi, le soliste. Et est-ce que le monologue est une forme de soliste? Alors, il y a plusieurs formes de soliste, il y a plusieurs formes de solo. On peut faire un solo à plusieurs. Un concerto, c'est une partie soliste, mais ça reste un dialogue, c'est jamais un monologue pur. Des musiciens qui vont jouer en trio, en quatuor, exactement pareil, ça va être des solistes, et ils vont dialoguer constamment entre eux. Le musicien qui va être tout seul sur scène, effectivement, on peut penser que ça s'apparente à un monologue. Mais finalement, un monologue, est-ce que ça existe vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle vraiment rien que pour soi? C'est comme écrire. Est-ce que écrire est pour soi? Voilà, c'est une figure de style plutôt. Mais quand on fait un monologue comme ça, à mon avis, on cherche le dialogue avec les autres également. Vous écrivez dans le monologue du voisin Kafka, c'est un château habité d'ombre et de voix. On y entre en curieux, en volontaire. Rien n'oblige d'y demeurer, ni contrainte, ni garde, ni porte verrouillée. On y entre libre par curiosité ou à dessein, pour en définitive créer sa propre prison et en perdre la clé. Est-ce que se perdre est une tentation? Non, je ne crois pas. Se perdre n'est pas une tentation. Tout être vivant, à mon avis, enfin, c'est pas que mon avis d'ailleurs, tout être vivant est programmé pour sa survie. Donc si au bout d'un moment, on va vers sa perte, mais on le fait pas volontairement, ce n'est pas un choix délibéré au départ, c'est que quelque chose nous a menés là-bas et nous empêche de revenir vers ce qui est pour nous notre survie. Je prends l'exemple tout bête de quelqu'un qui est un fumeur invétéré, il ne fume pas pour se suicider, même s'il sait parfaitement que, au bout du compte, ça risque de lui causer tort. Mais il revient constamment vers son addiction parce que c'est une addiction, justement. On dit des écrivains qu'ils sont solitaires. Est-ce que vous pensez qu'un écrivain est solitaire? Au moment où il écrit, mais pas nécessairement. Je crois que c'est une question de tempérament, de personnalité, avant toute chose. C'est-à-dire que la fonction que l'on a ne détermine pas cette personnalité. On a besoin de solitude, effectivement, pour écrire. On a besoin de solitude pour retrouver le fil de ses pensées, pour clarifier les choses. Mais ce n'est pas une nécessité vitale, non. Je crois, enfin,
tout cas pas pour moi. Vous pensez que c'était un écrivain est solitaire? Oui, je suis d'accord avec Alain, on a besoin presque d'une bulle pour être concentré, pour poursuivre un peu la métaphore musicale, pour avoir une sorte de musicalité et avoir une cohérence aussi dans l'écriture. Donc c'est ingrat, socialement c'est vrai que c'est ingrat, mais on le veut en même temps, il faut être capable de s'isoler, etc. Bon, si on est ébéniste, moi je suis très admiratif des artisans d'art. Être ébéniste pour moi c'est un métier extraordinaire, mais vous pouvez travailler dans le bruit, je suis sûr, quoique. Peintre peut-être un peu moins, un peu plus du silence. L'écriture c'est vraiment le silence relativement important, sinon total, tout en étant bien sûr, pour moi je pense, après c'est une position personnelle, être en phase avec la rumeur du monde. Donc, à l'instant T c'est un peu difficile, dans la journée c'est possible, évidemment sur un cycle long de 6 mois ou d'un an, oui, il faut aller s'oxygéner, mais en tout cas l'acte d'écriture lui-même est extrêmement solitaire, et c'est presque une auto-analyse quelque part, c'est-à-dire qu'on est en proie avec ses démons, vous parliez de démons tout à l'heure, mais aussi avec ses espérances, avec ses chimères, ses vieux rêves, etc. Donc c'est ça qui est beau aussi, essayer de mélanger. Je suis très sensible à ce que dit Alain aussi, parce que on est dans la transmission et quelque part, même si on est solitaire, on est aussi là pour les autres et on reçoit et puis on redonne. Donc voilà, moi j'estime que j'ai beaucoup reçu, y compris avec tous ces livres. Là, moi je passerai mon temps ici à les éplucher. J'ai reçu très jeune et j'ai envie de transmettre modestement à mon niveau, mais j'apprends encore tous les jours en lisant les livres des uns et des autres, y compris des plus jeunes. Et voilà, je pense que c'est pas la combinatoire, encore une fois, l'alchimie, on va dire, la littérature est telle qu'on ne peut pas s'imaginer ce qu'est cette propension à pouvoir écrire. Là, cette table, si on est tous les quatre à écrire, vous, Jeanne, chacun de nous deux, nous trois, à écrire 2-3 feuillets sur la table, et les spectateurs aussi, on aurait à chaque fois une écriture différente. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Manuel? Sur la Soulzieux, Oui. j'ai mis du temps à l'accepter, mais maintenant moi, c'est bon. Voilà, c'est vrai que pendant longtemps. Alors ce qui est bien quand on est à Paris par exemple, c'est qu'on échappe à enfin alors en temps normal, parce qu'il y a les cafés. Moi c'est vrai que j'allais beaucoup écrire dans les cafés. J'ai passé énormément de temps dans les cafés, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, à Novi Sad en Serbie par exemple, où j'ai vécu, à Jérusalem, n'importe où j'allais, dans des cafés, des bars, enfin un endroit où, peu importe lequel finalement, où il y avait des gens autour de moi pour avoir l'impression, juste pour avoir ce sentiment de ne pas être seul. Et puis des fois aussi, ça fait venir l'inspiration, parce qu'on entend on écoute ce qui se dit et tout. Et puis aujourd'hui j'habite à la campagne, alors même en temps de... On ne peut pas aller au café, parce qu'à la campagne, si vous allez au café, en fait, vous retombez sur des gens que vous connaissez. Bien donc sûr, en fait, il n'y a pas pas vraiment de... Oui. Il n'y a plus vraiment de solitude. En fait, c'est très différent, ça change beaucoup. Maintenant, je suis obligé d'écrire chez moi, dans mon bureau. Donc, résultat, je me suis vraiment... voilà, j'ai un bureau où je suis bien pour écrire et tout. C'est la vie à la campagne m'a obligé à ça. Et je pense que ça change aussi, résultat, peut-être l'écriture, forcément. Alain, vous êtes à la campagne. Vous vivez dans une campagne profonde, même, je dirais, sauf quand vous allez donner vos cours dans les Landes. Pour revenir à votre livre, est-ce qu'il y a une place à l'espérance dans ce roman très noir quand même? Parce que dans ce roman, on a l'impression qu'il est parti vers le monde. Il n'a pas spécialement, non seulement il n'a pas été accepté, mais il n'a pas été vu. Ça veut dire qu'il était transparent. Et en même temps, je pense qu'il y a de l'espérance quand même. Oui, c'est très noir, c'est très sombre, c'est vrai. C'est kafkaïen, peut-être, d'où le titre d'ailleurs, d'où l'allusion. Il y a beaucoup de références qui sont glissées comme ça, discrètement à l'intérieur du livre, de références à Kafka, ses différents romans, que ce soit Le Procès, Le Château ou La Métamorphose. Pour moi, il y a, au fond du livre, effectivement, il y a une grande espérance. C'est une réussite, malgré tout, pour le narrateur. Qui a probablement trouvé l'issue, la solution à la fin. Vos lecteurs ont l'habitude de lire de la poésie, même si une certaine mélancolie dès le début est dans votre poésie. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec ce livre très différent, non pas de perdre, mais de désarçonner votre lectorat? Il faut toujours être dans la surprise, c'est toujours bon. On ne peut pas rester comme ça dans les habitudes. Mais au-delà même de l'idée de surprise, c'est
ça permet de donner une image plus juste, plus large de quelqu'un ou de ce qu'il vit ou de ce qu'il pense. Et je trouve quand même très dommage de se scléroser à penser qu'un auteur il va écrire uniquement de la poésie lyrique, de la poésie amoureuse, poésie galante, etc. Je pense qu'un être humain a quand même une personnalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ça. Et je trouve que c'est une chance de pouvoir découvrir autre chose que ce qu'on a l'habitude. Vous êtes musicien, vous écrivez, vous êtes photographe aussi, vous aimez la photo, mais pas la photo copier-coller, vous avez besoin de retravailler une photo, c'est bien ça. Et vos lecteurs sont sensibles à tout ça, et en même temps on dit de vous que vous êtes un taiseux. Qu'est-ce qu'un taiseux? Oui, j'ai déjà répondu à cette question plus d'une fois, avec une formule disant qu'un taiseux, c'est pas quelqu'un qui se tait, c'est quelqu'un qui choisit ce qu'il a à dire. Merci Belle beaucoup. formule. Voilà, c'est une belle formule. Avant de repasser à vous tous ensemble, j'ai des questions du public. Je vais commencer par vous, Olivier. Une question pour chacun. C'est une question d'un ambassadeur en France. Je vous dirai le nom tout à l'heure. C'est quelqu'un qui ne voulait pas dire son nom comme ça devant la caméra. Il demande jusqu'où peut-on dire la vérité sur ce qui se passe dans un pays si on espère y revenir dans ce pays. Ah oui, alors je pense que là c'est une question sur le retour par rapport à la personne qui émet une information. Oui. Alors, si c'est sous la forme romanesque, ça va, mais il est arrivé d'écrire Bien sûr. quelques romans, compris sur la Méditerranée, sur l'Empire ottoman, qui est la Turquie d'aujourd'hui, avec les aventures de Cervantes, le jeune Cervantes, donc, qui était arrêté, emprisonné par les pirates barbaresques d'Alger à l'âge de 27 ans, mais aussi sur le peintre Bellini qui va à la rencontre du sultan ottoman. Mais après, sur l'information elle-même, bon, il y a la sécurité évidemment de la personne, en l'occurrence plutôt grand reporter qu'écrivain, ou écrivain voyageur. Et puis il y a un deuxième aspect dans la réponse à cette question qui est très pertinente, c'est, et moi j'y tiens vraiment, c'est ne jamais mettre en danger la personne qui vous a accompagné, la personne que vous avez interviewée, alors sauf si c'est un chef de guerre, un massacreur, j'en ai vu beaucoup, et là je peux vous dire qu'il faut une très très longue cuillère pour dîner avec ce genre de diable. Et peut-être ceux qui m'ont le plus marqué, ce sont des gens extrêmement intelligents, qui sont les Khmers rouges, que je n'ai pas connus lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'est Pol Pot, j'étais trop jeune, j'étais encore à l'école, et que j'ai connu dans les maquis. Les Khmers rouges ont été formés ici, à quelques centaines de mètres de cette librairie Gallimard, en particulier dans la turne de Yang Sari, qui était le futur numéro 2, numéro 3 du mouvement Khmer Rouge, qui était rue Saint-André-des-Arts lorsqu'il était étudiant à côté à Sciences Po. Et ces gens-là, vous parlez dans la montagne, après qu'ils eurent été déposés de leur pouvoir, et vous parlez de Shakespeare, vous parlez de De Gaulle, vous parlez de Malraux, et en même temps c'était les plus grands massacreurs de l'histoire. Et bon, hormis cette catégorie de gens, moi je fais extrêmement attention aux gens qui m'accompagnent, ce sont souvent des amis, des fixeurs, des stringers, comme on dit en anglais. Et voilà. Alors après, il y a l'autre versant de la question aussi, au-delà même de la sécurité personnelle, des gens qu'on apprécie, puis soi-même, c'est... Moi, je crois qu'il ne faut pas se mettre de tabou, mais à l'inverse, il y a le réel, qui vous permet d'expliquer ou de tenter d'expliquer une situation donnée. Après, il y a le romanesque et l'imaginaire. Je ne parle pas de mes livres, je parle des livres des autres. J'ai beaucoup plus appris sur un conflit, par exemple, au Rwanda, ou au Liban, ou au Vietnam, Liban qui vous est cher Jeanne, par des romans, que par des essais ou des reportages. C'est Michel Serres qui disait, récemment disparu, il disait, mais un roman peut valoir jusqu'à 100 essais ou thèses d'État. C'est peut-être un peu exagéré, mais j'adhère en tout cas à cette propension. Et c'est vrai que le romanesque, l'imaginaire, le réenchantement du réel et du monde vous permettent aussi d'appréhender, oui, absolument, vous permettent de mieux appréhender aussi le réel. Donc oui, je suis d'avis à ne pas mettre de bémol, en tout cas à ne pas être dans le tabou, mais quelquefois aussi de pousser le réel un peu plus loin que la simple intuition, la simple récolte d'objectifs factuels, on va dire, évidemment de notre environnement. Et je crois beaucoup à ça, l'anticipation, la déduction, l'intuition, et ça c'est aussi le travail de l'écrivain. Emmanuel, vous avez une question de Lario Exxon. Lario Exxon est danseur étoile, il a fait toutes les scènes du monde. Et justement, il a dansé le boléro de Ravel pour Maurice Béjart. Et il vous demande, tous vos livres, dont Sabre, est-ce comme le boléro de Ravel, un thème qui revient de façon récurrente avec des interprétations différentes? Pour tous les livres ou que pour celui-ci? En général, pour Sabre, déjà pour Sabre, mais est-ce que chez vous, vous avez
dans votre quête, dans votre façon d'écrire, parce que quête c'est un mot qui est quand même parfois galvaudé, mais est-ce que quelque part vous êtes dans cette note qui repart tout le temps, qui rebondit? Ben, moi, je suis désemparé face à la musique parce qu'en fait, je suis un. Déjà, moi, ça a toujours été une grande frustration pour moi parce que j'ai toujours été incapable de faire de la musique. C'est-à-dire que quand j'étais petit, on m'a emmené. Donc, je suis très admiratif de tous les musiciens. C'est quelque chose qui m'est. J'ai des amis musiciens d'ailleurs, parce qu'on avait fait une version musicale de Sur la route du Danube avec deux amis musiciens, un harpiste et un saxophoniste et percussionniste. Et on est allé un peu partout en France. Et moi, je les écoute. Leur langage, je comprends à peine. Je suis extrêmement admiratif de tout ce qu'ils arrivent à faire. Je voudrais pouvoir m'exprimer dans ce langage. Je n'ai jamais pu. Langage. Est-ce que chez vous, il y a un thème récurrent que vous recherchez un peu comme dans le boléro? Vous savez, c'est la note qui rebondit. Oui, mais je crois que c'est tous les écrivains qui font ça. Tous les écrivains. C'est-à-dire que, évidemment, là, oui, c'est vrai que je pars de très peu de choses. On sait même quasiment. En fait, je pars que d'un souvenir assez fugitif, parce qu'en fait, en réalité, ce sabre, à un moment, j'essaye de le dessiner, mais je fais un sabre très générique, donc en fait, je ne sais plus vraiment à quoi il ressemblait. Donc, je pars de quelque chose qui est extrêmement flou. Et à partir de ça, en effet, ouais, je développe. Je crois qu'il faut toujours partir du plus petit élément possible pour en effet développer. C'est vrai que j'ai longtemps, je crois que Tchekhov faisait ça, c'était ça, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup pratiqué. À une époque, j'avais fait des études de russe et j'ai une grande passion pour Tchekhov. Et c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'écris un livre, je reviens en permanence au début, c'est-à-dire, en fait, là, par exemple, je vais devoir reprendre un livre que je suis en train de terminer, et je vais devoir tout relire rien que pour écrire de 3 pages. Alors, ça devient fastidieux, parce que quand on fait des livres qui font 300 pages, 400 pages, 450 pages, 600 pages, bah il y a des moments qui peuvent, ça veut dire vraiment passer des journées entières rien qu'à se relire pour réenclencher, voilà, pour que la musique reparte, quoi. J'ai été très étonnée de vos lecteurs. C'est vraiment des gens, parfois, je ne pensais pas qu'ils vous lisaient. Et j'ai eu des questions qui sont vraiment étonnantes à cause de ça. Alain, vous avez une question de Bernard Pisani. Bernard Pisani est metteur en scène, il est acteur, chanteur, ex-danseur de l'opéra. Enfin, c'est une star en sa façon, Bernard. Et il vous pose une question. Si l'artiste, chaque soir, dans le halo du projecteur, renaît à la lumière céleste, n'y aurait-il pas similitude avec l'homme, en fin de mort, qui, fuyant le couloir sombre de son quotidien, se dirige vers l'imminiscence de sa renaissance? C'est compliqué, mais j'espère que vous allez pouvoir répondre. Je crois que... Il y a quelque chose, enfin, cette question, je pense qu'il n'a pas posé par hasard, parce qu'elle arrive quand même, elle s'inscrit dans un temps où la vie pour les artistes est quelque chose d'extrêmement difficile et de terrible actuellement, puisqu'ils sont privés justement de cette lumière. Que ce soit les musiciens, les acteurs de théâtre, et puis tout ce qui va, toute la grande machinerie qui va avec, parce qu'il n'y a pas que les artistes, il y a des techniciens qui sont derrière, qui sont complètement à l'arrêt, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont reprendre. Effectivement, pour eux, c'est quelque chose de très difficile, et effectivement, et c'est là qu'on se rend compte que cette lumière, cet instant de lumière, est quelque chose de nécessaire et de vital, qui est vital pour eux et pour leur public. On se demande quand même comment tout ça va finir, comment tout ça va reprendre, comment ils vont pouvoir reprendre le cours de ce qu'ils ont arrêté. Est-ce que des choses vont être transformées? Est-ce que le rapport avec les artistes, avec la scène, avec le spectacle va être différent? Est-ce que le numérique va prendre va avoir son influence, comme dans l'enseignement, le numérique est en train de rentrer petit à petit, de s'insérer dans l'enseignement et profite de cette brèche, de ces confinements successifs, de ces arrêts successifs pour établir des règles du jeu qui sont peut-être un petit peu différentes.
Alors effectivement, ça ne m'étonne pas du tout cette question d'une personne qui est aussi des impliquée dans le spectacle vivant. Alors après, le rapport avec cet homme en fin de mort, comme il dit, c'est ça. Oui. Après, il y a les planches de la vie. On est tous sur les planches quelque part à un moment donné. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette lumière qui va être probablement qui est là une lumière personnelle. Avant de refaire la conclusion, je voulais revenir vers le prix Kessel, Joseph Kessel. Parce que quelque part, c'est le grand maître de l'aventure. Qu'est-ce qu'on peut dire de Kessel? Vous qui êtes le président du prix. Avec Kessel même, Oui, oui. D'abord c'est un auteur qu'il faut lire et relire parce que c'est ô combien d'actualité, son écriture n'a pas vieilli. Deuxièmement, c'était quelqu'un qui était précurseur, qui était visionnaire. Un peu comme Romain Gary, qui était son petit frère. Sûr. Romain Gary avait 16 ans de différence et il a toujours considéré Joseph Kessel, qui était niçois, qui était juif et russe d'origine comme lui, niçois d'adoption, comme donc un mentor et un grand frère. Et c'était deux visionnaires sur les violences faites aux femmes, par exemple. On vient de saluer la mémoire de Jean-Claude Carrière, que j'aimais beaucoup. Et Carrière était le scénariste de Buñuel en particulier. Il a fait Belle de jour. Belle de jour, c'est tiré du livre de Kessel. Gros scandale à l'époque, 1928, quand Kessel a 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il décrit dans ce roman la vie de l'actrice, enfin c'était Catherine Deneuve qui incarnait le rôle, donc Séverine, qui est une bourgeoise, mariée à un chirurgien, le matin, donc dans les beaux quartiers de Paris, l'après-midi qui se prostitue. Le livre sort, on ne comprend pas, mais pourquoi? En fait, il y a un petit passage dans le roman, à la fin, 2 tiers à peu près, où on apprend que Séverine a été violée enfant par quelqu'un qui est venu dans la maison, etc. Et donc, c'est une dénonciation de la part de Kessel des violences faites aux femmes. Alors Buñuel avait édulcoré cela, parce qu'il a fait un peu une critique de la bourgeoisie, on était en 68, je crois que Carrière n'était pas tout à fait d'accord, mais voilà, il faut relire Kessel parce que pour moi, il conjugue les deux, c'est-à-dire on parlait de réel d'une part et d'imaginaire tout à l'heure, et bien voilà, c'est ces constants allers-retours que permet aussi la littérature sans frontières entre le roman et le reportage et le roman. Et je crois que c'est très fort parce que d'un reportage, il en a fait un roman, d'un roman, ça lui a permis de repartir en reportage après, de réenchanter le réel. Donc oui, Kessel est parmi nous plus que jamais. Et le prix Kessel, c'est un peu compliqué parce que, enfin compliqué, ça le rend d'autant plus intéressant que le spectre de la couverture des ouvrages est à la fois du roman et du récit ou du document. Et je tiens beaucoup à ça, vraiment qu'on ait cette couverture du champ kesselien. Et donc voilà, quand vous avez, je dis n'importe quoi, 5 romans d'un côté et 5 essais ou documents de l'autre, ou en reportage, qu'est-ce qu'on récompense? Quelquefois, on met à égalité deux genres, mais voilà, il faut trancher quelque part. Mais en tout cas, c'est le respect aussi de cette œuvre de Joseph Kessel, qui est importante. Ça me permet de rebondir aussi vers Julien Gracq. Ah, c'est très différent. Je sais que c'est très différent, mais en même temps, c'est très différent de Kessel. À part peut-être la géographie, j'imagine que Kessel aura quand même une passion. Pour traverser autant de frontières, il faut avoir une passion pour la géographie. Non, ben moi, voilà, Julien Gracq, c'est une passion qui est ancienne. Grâce d'ailleurs à la personne que j'appelle Tante Esther, c'est grâce à cette tante libraire en fait, que j'ai découvert Julien Gracq. Et c'était les eaux étroites à l'époque, ce très court livre très musical, d'ailleurs, merveille de musicalité. Puis d'ailleurs, livre dans lequel il parle de musique par ailleurs. Ça fait quelques pages et je crois que c'est la meilleure introduction qu'on peut faire à l'œuvre de Julien Gracq, c'est commencer par les eaux étroites et peut-être après aller vers les grands romans que sont Un balcon en forêt, Le rivage des Sirtes. Oui. Et puis dernièrement peut-être saluer l'inédit là, qui est paru, donc qui sont les Nœuds de vie, qui sont parus chez Corti. Qui sont des réflexions dans lesquelles aussi pareil on retrouve des préoccupations extrêmement actuelles. Sur l'écologie, sur l'environnement. À un moment, il parle de la Terre, à quel point il dit voilà, un jour les hommes se retrouveront face à une Terre qui sera qui leur sera totalement façonnée par eux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'emploie pas le terme d'anthropocène, mais voilà, il l'avait imaginé qu'on irait vers l'anthropocène et que peut-être qu'à ce moment-là, on regarderait notre œuvre et on se dirait que c'est peut-être pas tout à fait réussi comme œuvre.
ce qui me fait rebondir sur l'altérité, qui est votre cheval de bataille. Est-ce qu'on s'altère? Est-ce que les choses s'altèrent? Qu'est-ce qui s'altère? Ah ben, l'altérité, oui, enfin, il y a ambiguïté entre les deux mots. Altérité et altération, c'est voilà, deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'à cause de l'altérité, on peut s'altérer. Mais voilà, alors c'est deux choses différentes. Mais l'altérité, c'est oui, c'est une question fondamentale, c'est la vie de tous les jours. Si je reprends d'ailleurs le début de ce monologue, il rentre dans ce château et la première chose qui le surprend, c'est qu'il n'entend rien et ne voit rien. Donc s'il n'entend rien et ne voit rien, qu'est-ce qu'il est lui? Et donc il va être à la recherche, petit à petit, il va découvrir ces bruits qu'il y a autour et ce qu'il va voir. Et voilà, donc l'autre, c'est fondamental. Après l'altération, ben... c'est le temps qui passe aussi. Voilà. Quelle est justement, avant que je finisse, la question que je n'ai pas su vous poser peut-être et que vous auriez aimé que je vous pose, Olivier? Que ce soit sur votre livre, sur vous-même? Non, il y en a plein. Je suis très sensible aussi à la question de l'altérité parce que qu'on soit écrivain ou n'importe quelle autre vocation ou profession, on a un rapport bien sûr à soi et à la solitude en l'occurrence quand on écrit, c'est la question qui t'est posée, mais aussi aux autres. Et je crois beaucoup à ça, à l'altérité. Et il y avait ma professeure d'ethnologie à côté de l'école des études qui reprenait en fait un mot de Jack London, Françoise Héritier, l'anthropologue. Françoise Héritier, elle disait l'homme est la seule espèce animale qui est capable de tuer sa femelle. En fait, c'est un mot de Jack London. On peut rajouter à ça, parce qu'on le voit, c'est dans la barbarie, mais ça commence, la guerre commence ici. La non-altérité commence dans les open space, dans les bureaux quelquefois, où la violence psychique d'un mot peut détruire quelqu'un, ou même en triangulaire à 3 ou à 4. Et puis, ce rapport à l'autre est important, et le rapport de l'homme aussi à l'environnement humain, aussi un rapport très hostile à l'environnement, parce que donc l'homme est capable non seulement de tuer sa femelle, mais de détruire son nid. Et ça, je dirais que c'est le seul bémol que je mettrais dans l'espérance dont on parlait tout à l'heure. Mais en même temps, il faut continuer d'espérer, quoi. Emmanuel, qu'est-ce que je n'ai pas pu vous poser comme question vous auriez aimé que je vous pose, ou sur votre livre, ou vous-même? Je ne sais pas. C'est vous, qu'est-ce que vous diriez encore? Est-ce que vous avez envie de lire un passage de votre livre ou... Bah, je vais lire le début, je crois que c'est plus simple. Hein. Ouais, c'est pour entendre votre voix en train de lire, c'est bien aussi pour les lecteurs. Hier encore, j'ai rêvé que je maniais un sabre en courant à reculons dans la nuit. C'est un rêve fugitif qui me hante depuis des années, qui revient tous les mois, dont je ne vois jamais la fin. Je ne vois jamais le visage de l'ennemi contre lequel je me bats, j'ignore s'il s'agit d'une bataille ou d'un duel. Parfois, je vois tomber d'un arbre des feuilles mortes, je tente en vain de les trancher, mais mon geste n'est jamais assez rapide et je ne fais que tracer dans l'obscurité les cicatrices d'une signature incertaine. J'ai longtemps cherché à interpréter ce rêve, je l'ai raconté à des amis, des médecins, des psychanalystes. Et puis un jour, j'ai compris l'origine de mes hantises et toute cette histoire m'est revenue en mémoire. C'est splendide. Alain? La première fois que je suis entré dans le château, je fus surpris par le silence sidéral des lieux. Encore plein de l'agitation de l'extérieur, mes oreilles ne s'étaient pas habituées à percevoir le souffle de ceux qui se tenaient en embuscade derrière leurs portes, ni mes yeux à distinguer dans la pénombre ceux qui m'épiaient déjà. Il fallut un temps plus long encore pour croire, malgré ce que je pus voir et entendre par la suite, à cette présence indiscrète et singulière. J'appris également plus tard que certaines pièces communiquaient entre elles par un réseau de couloirs sombres où se tenaient d'étranges conciliabules. Totalement inaccessible pour moi, il n'était cependant pas complètement hermétique et laissait filtrer parfois quelques échos troublants. Là encore, il me fallut du temps pour me rendre à l'évidence. Rien n'était moins protecteur que les hauts murs du château. Le danger venait du château lui-même. Merci. Olivier? Je ne vais pas lire à la fin, alors je vais lire le début. Alors oui, je suis très mauvais lecteur. Il faut lire le début. Ça commence à la montagne. Il me fallut encore grimper sur le sentier de Cabane Vieille, au-delà du Vallon et des Mélèzes. Mes chèvres avaient fait les folles et s'étaient enfuies sur le versant nord, vers la bergerie abandonnée. Sur le chemin pierreux, mes chaussures pourries dérapaient et me rappelaient que j'aurais dû, depuis l'hiver, descendre acheter une paire neuve à Village,
la bourgade dans la vallée, à 3 heures de marche. Le vent soufflait doucement des sommets, caressait les fougères et courbait la ligne douce des herbes d'un vert tendre qui courait vers la haute vallée de la Brandasque, enclavée entre une rangée de montagnes et la frontière tout aussi élevée. Des odeurs de pain et de foin coupé, encore humides, montaient du ruisseau et des planches. Merci. Alors, en conclusion, on a fait un peu ce qu'on a pu, voilà. Vous êtes définitivement pour moi des narrateurs explorant un monde étrange dont vous voulez rendre compte scrupuleusement. Vous procédez par image, par la précision du détail. Le romanesque est basé sur la création d'images. C'est le grand écart entre une écriture non lyrique, descriptive, presque scientifique, et l'imagination brûlante qu'elle évoque. Vos livres sont troublants. Ils procèdent avant tout de la vision. Et je voudrais dire ces mots de Joël Bousquet que j'aime beaucoup. Vivre de sons, de couleurs, avoir un royaume dans son regard, être ainsi fait que les autres, pour te comprendre, doivent non pas penser, mais songer. Et merci à vous, parce qu'avec vous, on songe énormément. Voilà. Il y a une petite surprise aussi. Je voudrais rappeler tout d'abord qu'Olivier a reçu, Olivier Weber, encore un prix en novembre 2020. Vous avez reçu le prix des littératures 1900-1950 pour le dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Et bravo. Emmanuel, j'ai appelé Samuel, vous avez reçu le prix des Deux Magots 2021 pour votre livre Le Sabre aux éditions Stock. Et nous allons, avec Alain Waro qui a composé, on va essayer de chanter quelque chose comme ça rapidement. C'était un soir, Gallimard qui recevait fil de mémoire qu'on vit passer sur le plateau un drôle de bandeau. C'était le prix des Deux Magots qu'on allait fêter tout de go avec Emmanuel Ruben qui l'avait en main. Il fallait bien un petit quatrain Pour rendre hommage à l'écrivain, le géographe du paragraphe le méritait bien. Alors on vit Waro, Weber, Anne Ghisoli et compagnie taper des mains, lever leur verre pour fêter son prix. Ouh, 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 et voilà le livre en main, monsieur, voilà. Alors, merci à tous, à la librairie Gallimard, à Anne Ghisoli et son équipe, à mon cher Anthony Manet et Geoffroy aux manettes. Et maintenant, Olivier, Emmanuel et Alain vont dédicacer les livres commandés en amont et que leurs destinataires viendront récupérer. Et je voudrais, comme mon premier fil de mémoire, rappeler cette alerte. C'est par des mots d'Henri Michaud. Henri Michaud écrit en d'autres circonstances, bien sûr, mais qui vont si bien aux écrivains aujourd'hui, en ces temps incertains où les livres naissent et parfois meurent sous couvre-feu. Ne me laissez pas pour mort. Je compte sur toi, lecteur, qui va me lire. Je compte sur toi, lectrice. Ne me laissez pas seul comme un soldat sur le front qui ne reçoit pas de lettres. Et les lettres, elles sont là, dans la librairie et partout, et chez vous aussi. Merci beaucoup. Un grand merci. La 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 la.